Et comme Nouvelle Donne colle à l'actualité, il ne vous a pas échappé que Pierre et moi étions à Athènes dimanche soir avec Vangelis Goulas ici présent, qui représente Syriza Paris. Je vous demande de les applaudir tous. Les autres intervenants de ce débat sont Suzanne Georges, que je ne présente pas non plus, quand même. Martine Pinson-Charlot, merci Martine. Monique, quelle horreur. C'est l'émotion. Tony Gatliff, réalisateur de films. Et Thomas Guénolé, politologue, qui nous fait le plaisir d'être là. Nos cinq invités vont nous parler de Syriza, parce que c'est de l'actualité, vont nous parler de Podemos, des indignés, de la comparaison, peut-être pas si facile, avec la France, de la situation chez nous, de la situation chez eux, de ce qui s'est passé, comment ils ont construit cette victoire de dimanche, ce qui est possible de faire ici ou pas. Les questions seront très larges. Mais en tout cas, le slogan de Syriza, c'est comme celui de Podemos, le slogan de Syriza, c'était « L'espoir arrive ». Le mot « espoir », il est aussi chez Podemos et il est aussi chez nous. Syriza, ça veut dire table rase, si je ne m'abuse, aussi. Ce n'est pas seulement l'acronyme de d'un parti, constitué de 12 au départ, une coalition, puis depuis 2012 un parti politique, et qui aujourd'hui a son Premier ministre Alexis Tsipras en Grèce. Ce qui s'est passé est une onde de choc, tant mieux, il y a des ondes de choc positives, mais nous devons, nous, comprendre ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés là, ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, et ce qui se passera peut-être ou pas chez nous. Donc merci d'assister à ce débat. Je vais donner la parole en premier à Monique Pinson-Charlot. Bonjour, je ne vous vois pas bien. On n'a pas le droit de se mettre au pupitre. Ah ben, oui. Ah ben, je préfère. Non, c'est pas beaucoup mieux, mais ça fait rien. Oh ben, tu es mignonne. Moi, je suis pas Sarkozy, mais tant pis. Alors, bonjour et merci d'être là et de m'avoir surtout invité. Donc, Alexis Tsipras a dit la Troïka appartient au passé. La Troïka est illégitime, a dit le ministre des Finances Yanis Varoufakis, qui refuse de négocier avec des instances technocratiques. Et là, il y a plein de bruit, non? C'est pas... Ah, parce que c'est compliqué. Qui refuse de négocier avec des instances technocratiques non élues, alors que Syriza a été élu dimanche dernier avec 36,34% des voix. Le FMI, la BCE, la Commission européenne, l'OCDE, l'OMC sont des instances de décision supranationales comme la trilatérale ou Bilderberg. Ça va, je crie pas trop fort? Ces instances ont été mises en place sous l'égide des États-Unis depuis la libération et elles prennent des décisions de ce qu'ils appellent la gouvernance mondialisée sans avoir à rendre des comptes aux peuples de la planète. Ces instances gèrent et adaptent le monde capitaliste ancien pour l'ouvrir aux forces du capitalisme échevelé, sans foi ni loi, où ces instances font partie des armes de les nantis dans la guerre qu'ils mènent aux classes moyennes et aux classes populaires. Le fonctionnement de ces instances préfigure ce qui sera la destruction des États-nations comme espace de solidarité, avec une classe des riches qui refuse aujourd'hui de payer ses impôts par des systèmes d'évasion fiscale de plus en plus sophistiqués. Et tout cela
au nom de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté de la presse. De qui se moque-t-on? Les dettes ne sont qu'une arme de plus dans le dispositif guerrier des plus riches. Vous savez que les dettes publiques se sont enflammées depuis la signature du traité de Maastricht, qui interdit aux États d'emprunter à la BCE et aux banques nationales pour engraisser les marchés financiers, et les marchés financiers ne plus payer d'impôts. Le succès de Syriza et sa volonté d'en découdre avec les oligarques européens est une véritable chance pour la gauche française. C'est pour Michel et moi ce que nous appelons la cerise sur le gâteau, une contestation omniprésente de partout en France, sous forme de partis, de syndicats, d'associations, de presse et de livres en nombre incroyable, chaque fois non coordonnés, atomisés, isolés. Nous voulons croire que la dynamique d'une contestation autour de la situation de la Grèce dans l'Europe néolibérale que nous combattons tous depuis des décennies va permettre de contrer la guerre des petits chefs. Et j'insiste bien parce que depuis tout à l'heure, il y a des réflexions qui vont dans ce sens. Alors, cette guerre des petits chefs, elle est propre aux classes moyennes, et parce que dans la grande bourgeoisie, ils la jouent collectif. Et il faut qu'on ait en toute humilité, il nous faut passer, avec l'exemple que nous donne aujourd'hui Syriza, passer en toute humilité de la rivalité des personnes et des institutions à la complémentarité des idées et des objectifs de justice sociale. Les adversaires au sein de la gauche doivent devenir des partenaires dans le soutien collectif au peuple grec. La dynamique qui se crée et qui devrait s'intensifier autour de Syriza et du peuple grec sera le meilleur moyen de dégager et de mettre en place une alternative en France. Pour mettre à bas l'oligarchie libérale qui a intégré aujourd'hui toutes les composantes de la droite, plus une grande partie de la nouvelle droite, qui est le Parti socialiste, et l'extrême droite. Parlons d'un tripartisme, UMP, PS, FN, et ce tripartisme, il est celui du capital, des grandes familles familiales, des beaux quartiers, qui sur 3 générations représentent aujourd'hui le Front National, un vrai retour à l'ancien régime. Tout se passe comme si, dans notre pays, Marine Le Pen était chargée par l'oligarchie de la prochaine alternance pour se faire élire, était chargée de voler une partie de la parole de la gauche radicale pour mettre à mal la seule chose que ne peut accepter l'oligarchie, à savoir la contestation de son pouvoir totalitaire. Donc, la dynamique qu'il faut absolument poursuivre et intensifier contre l'Europe néolibérale et les méfaits des traités destructeurs avec le peuple grec et les élus de Syriza qu'il a portés aux plus hautes responsabilités, sera pour nous un excellent moyen, le seul moyen peut-être, pour réunir toutes les forces de la gauche non gouvernementale et d'empêcher l'extrême droite d'être la prochaine alternance de l'oligarchie. Nous devons être à la hauteur de la situation et ne jamais oublier que Salvador Allende a été élu lui aussi avec 36% des voix et que cela n'a pas empêché les autorités américaines d'intervenir quasi directement pour mener une guerre sans merci au peuple chilien avec des milliers de morts. C'est donc tous ensemble, chacun gardant son histoire et son identité. Vous êtes Nouvelle Donne, vous serez respectés, mais nous devons être présents tous ensemble de façon collective, active et combative aux côtés du peuple grec. Et dans cette dynamique, notre propre alternative émergera dans le bonheur de la colère partagée. Merci beaucoup.
Merci. Marche, micro. Merci, Monique. Je vais passer la parole après ce constat que tu viens de nous faire pour chez nous également. Je vais passer la parole à Tony Gatliff, réalisateur du film Los Indignados. Je n'ai pas fait d'espagnol à l'école. Et je passerai ensuite la parole à Vangelis Goulas pour nous parler de Syriza. Et la question que je voulais poser à nos intervenants, c'est qu'est-ce que vous sentez, que ce soit en Espagne ou en Grèce, qu'est-ce qui a mené à cette révolte citoyenne et à ce travail de passage d'une révolte citoyenne à la politique. On abordera peut-être certainement le fait que la politique, c'est pas sale. La politique, ça ne salit pas les mains. Et on a l'habitude de dire à Noveldon que si vous ne mêlez pas de la politique, d'autres s'en mêleront à votre place et ça ne se passera pas de la même façon. Donc, abordons les choses avec cet angle-là. C'est du mouvement citoyen est apparu, a émergé une position, un positionnement politique. Et comment est-ce que vous le sentez, chacun, Tony et Vangelis? Je vous passe le micro. Comme tu veux. C'est très bien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas de ça, moi. Ah, c'est bien là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un cinéaste. Mais je suis un cinéaste engagé. C'est-à-dire quand il y avait les premiers jours de Indignez-vous à la Puerta del Sol en Espagne, j'étais là. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, bien avant, il me manquait quelque chose dans ce monde, il n'y avait pas de combat. Et je suis allé très très vite, les premiers jours, vraiment pratiquement le premier jour, en Espagne, à la Puerta del Sol, pour filmer et interroger tous ceux qui étaient là-bas. Et donc ça m'a fait énormément plaisir que tous ces jeunes qui étaient là à la Puerta del Sol, qui n'étaient pas politisés, mais qui étaient tous décidés de changer peut-être les choses. J'avais posé des questions un peu partout aux journalistes, aux jeunes qui étaient là, un peu tout le monde, qui n'étaient pas des indignados, mais étaient des touristes qui étaient là. Et donc ils me disaient, mais c'est qui ces gens qui sont là, devant des tentes, c'est des hippies, et c'est quoi? Et ils veulent quoi? Et après, j'ai fait le film et je suis revenu en France et les journalistes m'ont posé la même question. Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et je leur disais tout le temps, je leur dis à chaque fois, mais laissez-leur le temps. Je suis allé aussi en Grèce dans les mêmes semaines et c'est pareil. Il y avait des gens qui disaient, mais c'est des hippies. Ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas un parti politique, ils n'ont pas d'idée politique. Et donc, quand je suis revenu en France, après avoir filmé le film qui s'appelait Indignados, d'après Stéphane Hessel d'ailleurs, et donc les journalistes me disaient, mais c'est quoi leur politique, qu'est-ce qu'ils veulent? Et donc, ils ne les prenaient pas au sérieux. Et en fin de compte, c'est tout ce travail qui s'est passé depuis 3 ans déjà, il y a 3 ans. Ils n'ont pas, les indignés, qui s'appellent maintenant Podemos, n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché parce qu'ils avaient en face d'eux un pouvoir, pas fasciste, mais un pouvoir de droite très très dur, qui faisait n'importe quoi, et qui justement les mettait encore plus dans la misère. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le peuple grec, c'est qu'il n'y avait que des mensonges, des gens qui parlaient en disant « oui, mais serrez-vous la ceinture, payez, serrez-vous la ceinture, serrez-vous la ceinture ». Et il y a un moment, c'est le peuple qui parle. Avec l'Espagne, c'est le peuple qui va parler, j'espère. Et avec la Grèce, c'est le peuple qui a parlé. Et en France, il n'y a pas longtemps, c'est le peuple qui a parlé. Et permettez-moi donc de vous lire un petit texte, parce que c'est très important pour moi de le lire. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur un plateau de télévision, un plateau très très connu, je ne veux pas dire le nom, avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai rien contre Jean-Luc Mélenchon, j'aime bien son enthousiasme. Et à un moment, il parlait tout le temps, parce qu'il avait un livre rouge dans la main, il parlait du peuple, du peuple, du peuple. Et je l'ai interrompu en disant, Monsieur Mélenchon, c'est quoi le peuple pour vous? Et donc, il s'est retourné vers moi, très surpris que je lui pose cette question, et il a commencé à m'expliquer ce que c'était que le peuple, mais ce n'était pas ça que j'attendais. Parce que le peuple,
comme il le pensait, je ne pense pas que c'était tout le peuple français qui est sorti le 11 septembre à Paris et ailleurs. C'est 5 millions, 4 millions qui sont sortis. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce peuple-là. Et donc voilà, donc la réponse, il ne me l'a pas donnée. Et le 11 septembre, à la surprise générale, le peuple français s'est levé de son plein gré, de son propre chef, comme un seul homme. Et le 25 janvier, avec l'élection grecque, c'est l'arrivée de Syriza. Donc maintenant je sais, le peuple, c'est ce qui est irréductible et qui fait face à la haine aveugle des obscurantistes ou à l'avidité sans limite des corrompus et des profiteurs. Le peuple, c'est nous. Et c'est ce qui doit être dans le cœur de chacun de nous, dans notre préoccupation et dans nos projets. Bien sûr, rien n'est réglé. L'obscurantiste est toujours là et le peuple grec mettra du temps pour se redresser, mais avec l'espoir. L'espoir est là. Maintenant, le peuple, c'est peut-être cela, l'espoir. Mais pas n'importe où, ni n'importe comment. L'espoir, il est dans le collectif, dans le mouvement social, l'aventure partagée. Le peuple sait rappeler qu'il n'y a pas de solution individuelle comme les néolibéraux veulent nous le faire croire depuis des années. Non, la réussite par le fric et tout le fric, en écrasant les autres, ce n'est pas un idéal d'humanité, c'est la lèpre. Moi, qui suis cinéaste, je conçois mes films seul. Mais il y a un moment où il y a autour de moi une équipe, toute une équipe, une quarantaine de personnes. Sans ces 40 personnes, sans cette collectif de 40 personnes, mes films resteront dans ma tête. Alors la force que je tire de tout ce qui s'est passé en janvier à Paris et à Athènes et à Madrid, bientôt je l'espère, c'est le grand retour de nous qui prend le dessus sur je, ce que l'on a attendu depuis des années. Alors je dirais, vive nous! Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur le nous et sur la notion du peuple, justement. C'est ça qui est intéressant. Vangelis, à toi la parole. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Monique, Isabelle et Tony sont parlé de l'espoir. En Syriza, notre slogan était l'espoir arrive. Et bien maintenant, l'espoir est arrivé. Et nous avons vécu les moments historiques. Toute l'Europe a vécu les moments historiques. Depuis dimanche, un vent de liberté souffle en Grèce. Ces élections n'étaient pas des élections d'alternance, mais elles ont marqué l'effondrement d'un régime. Les menottes de la Troïka n'existaient pas. Troïka et les mémorandums sont du passé. Athènes n'est plus en ville occupée. Les fourgons de CRS ne stationnent plus dans un centre-ville d'Athènes occupé. Les grilles et les barrages devant le Parlement sont du passé. Le gouvernement du salut public n'a pas peur du peuple. C'est le début d'une nouvelle, populaire et radicale transition démocratique. Le 25 janvier, les Grecs ont voté pour la Grèce, pour la démocratie, mais aussi pour l'Europe. Cette Europe, notre Europe du progrès et des peuples, est déjà en position de combat. Et salue la victoire de Syriza, un premier combat gagné. Les autres suivront en Espagne, en France.
Syriza n'est pas un parti ancien, traditionnel, mais le résultat d'un processus de rassemblement de forces diverses, des traditions communistes, des traditions variées, ainsi que de coopération avec des mouvements sociaux multiples. Avoir su rassembler toutes ces forces qui pouvaient aller la même direction est d'une grande réussite qui a permis ces victoires. L'union fait notre force. Le gouvernement de salut social appliquera à la lettre le programme de Thessalonique. Le programme de Thessalonique, qui est un acte fondateur de notre alliance avec la grande majorité sociale pour le redressement du pays, prévoit 4 principaux piliers. Le premier consiste en des mesures d'urgence pour faire face aux aspects les plus choquants des désastres des dernières années. Des mesures à l'aide des plus faibles. Courant électrique, subvention alimentaire pour 300 000 familles, de santé pour tout le monde. Réduction drastique de la participation aux dépenses pharmaceutiques. Aide au logement pour 25 000 familles. Carte de transport gratuite pour les chômeurs et les personnes sans ressources. La mise en œuvre des ressources qui facilitent le remboursement des dettes des foyers surendettés envers les banques, en prévoyant même la possibilité d'effacement d'une grande partie de leurs dettes égale à la perte de revenus liée à l'application des mesures mémorandaires. On met fin aux expropriations des familles endettées. Il y a 50 ans, à mon village, à l'époque, c'était les communistes viendront nous confisquer nos maisons. Les gens de gauche viendront nous confisquer les maisons. Maintenant, c'est les banques qui confisquent les maisons du peuple. Nous mettrons fin aux fermetures d'hôpitaux, aux fermetures d'écoles, à la mise en disponibilité forcée des milliers de salariés du public, tous ceux qui retrouveront le travail dès le lendemain. En deuxième chose, on va démanteler les noyaux durs des mémorandums. On prendra les mesures pour le redressement et pour l'emploi. Les projets seront soumis en priorité au vote des députés concernent le rétablissement du salaire minimum à 700 €, le 13e mois pour les retraités inférieurs à 700 €. La suppression des mesures législatives qui ont permis les licenciements abusifs dans la fonction publique et la réembauche des victimes concernées. Le rétablissement des conventions collectives. Le rétablissement des lois de travail qui protègent les salariés du privé contre les licenciements et la suppression des mesures antidémocratiques qui permettent au gouvernement de réquisitionner abusivement et autoritairement les grévistes. Tout cela, ce n'est pas négociable. Le troisième chantier est celui de la dette. Et là, il y aura une négociation. Il n'y a aucune perspective de redressement du pays tant que les services de la dette créent cette machine infernale mise en place par le mémorandum. Il faut trouver une solution à cela. Syriza va demander une solution du type de ce qui a été demandé à l'Allemagne en 1953, c'est-à-dire une annulation des plus grandes parties de la dette et le remboursement du reste à partir d'une clause de croissance. Car la dette grecque n'est pas viable, n'est pas juste. Tout le monde connaît ça. Le quatrième chantier consiste à redémarrer l'économie qui est détruite pour faire face au chômage massif que connaît la Grèce. On a besoin des investissements publics. C'est très compliqué, mais il faudra une relance orientée vers les besoins sociaux et vers l'écologie, à l'opposé de tout ce qui se fait à l'heure actuelle. En même temps, les mesures seront prises afin d'élargir la démocratie, de rétablir la transparence
renforcer la justice, pour mettre fin aux abus, à l'impunité des puissants, à l'immunité des privilégiés, à l'évasion fiscale des oligarques. Une des mesures phares du gouvernement du Syriza sera le droit au sol. Naturaliser des milliers de gens d'origine étrangère nés en Grèce qui ne peuvent pas obtenir la nationalité grecque, ainsi que le remplacement des camps de rétention dans les conditions indignes pour les demandeurs d'asile, remplacement par des centres d'accueil. Sur la scène internationale, le pays se relève. La Grèce devient l'une des forces qui travaillent pour la stabilité, la paix et la solidarité et la coopération des peuples et des gouvernements sur la base de la légitimité internationale. Aucun processus intégrant nos pays en un joueur passif, un joueur faible et vulnérable partenaire nous engage au sein ou en dehors de l'Europe. Nous avons à la fois la volonté, la détermination et les moyens pour construire progressivement, en respectant la démocratie et ses institutions, ce que des générations de Grecs ont rêvé. Un État de droit efficace, au service du citoyen, un État au service du pays à la place de l'État servi par le pays. Le grand renversement a commencé. La victoire de Syriza agira comme un catalyseur pour la suite des événements politiques en établissant de nouveaux rapports de force politiques en Europe. En Grèce, l'espoir est en marche. Vivement en France! Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura d'autres questions qui viendront bien sûr sur la Grèce ou sur l'Espagne. Et dire, Vangelis me disait tout à l'heure, en fait le travail commence aujourd'hui, le travail il a commencé lundi. C'était bien de gagner les élections, même si la majorité absolue a échoué à 2 voix près, à deux sièges près. Pas 2 voix, 2 sièges. En tout cas, le travail, c'est maintenant. Ce slogan, je pense qu'on va tous le haïr en disant c'est maintenant. Mais pour la Grèce, oui, c'est maintenant. Je vais laisser la parole à Thomas Guénolé, politologue, acteur de, je ne sais pas si on dit un cabinet d'études, Vox Politica. Je vais vous laisser dire exactement ce que c'est. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde politique, mais je vous demande quand même de bien écouter ce que Thomas a à nous dire et on discutera après. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le cabinet que je dirige et que j'ai créé avec mon épouse, qui s'appelle Vox Politica, est un cabinet de conseil en stratégie politique. Je suis venu ici en ami. Un ami, c'est quelqu'un qui vous dit la vérité, ou en tout cas ce qu'il estime être la vérité, et c'est à ce titre que je viens ici en ami. Je vais commencer par rappeler la plus simple définition qui existe de ce qu'est un adulte comparé à un enfant. La définition la plus simple du passage à l'âge adulte, c'est quand vous apprenez à faire la distinction entre ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez faire. Un enfant ne sait pas faire cette distinction, un adulte, c'est quelqu'un qui a appris à la faire. Par ailleurs, une confrontation classique, qu'on est nombreux à avoir lu d'ailleurs à l'école, l'une ou l'autre version, c'est la confrontation entre Antigone et Créon. Vous vous souvenez peut-être, les 7 contre Thèbes, les 2 frères qui s'entretuent et un certain nombre de règles qui sont édictées par le nouveau roi, Créon, et Antigone oppose le respect radical de son système de valeurs, quoi qu'il lui en coûte et sans faire le moindre compromis, aux lois humaines invoquées par Créon pour pouvoir maintenir une cité gouvernable. Et donc, quand vous avez débattu sur la question des alliances tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Antigones dans la salle, qui sont plutôt prêts à aller jusqu'au bout
de la radicalité pure et immaculée de leurs principes, quand bien même ça implique de ne pas pouvoir gouverner. Jamais, parce qu'à force de ne pas passer alliance avec qui que ce soit, eh bien vous vous retrouverez, comment dire, tragiquement minoritaire. Alors, avant de poursuivre, un regard adulte sur la situation politique actuelle, c'est de voir que les derniers sondages, les dernières enquêtes d'opinion mettent le Front National à 30% d'un. Ce sont plusieurs instituts de sondage qui vous le disent, donc on ne peut même plus considérer que tel ou tel institut de sondage serait en train de déconner avec sa machinerie statistique. 30% pour l'élection reine, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Je dis ça avant de poursuivre ce que j'ai à vous dire, parce que la conséquence pratique, c'est que la des forces de gauche implique la disqualification, au profit donc de la qualification du Front National face à un adversaire qui ne serait même pas à la gauche. Alors, tout cela précisé, je reviens à notre sujet de départ, donc Syriza. Pourquoi le débat sur la politique économique à suivre en Grèce et en Europe a-t-il été réouvert suite aux élections en Grèce? Pourquoi? Ce n'est pas tombé du ciel. Pour une raison très simple, pour un problème d'incompatibilité. Il y a une erreur stratégique historique qui a été faite, à mon sens, par les pères fondateurs de l'Union européenne. Ça a été de vouloir à tout prix, dès le traité de Rome, ce n'est pas particulier à Maastricht, d'avoir voulu mettre une certaine politique économique et pas une autre, noir sur blanc, dans les traités. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont programmé 2 crises en faisant cette erreur stratégique. La crise du fédéralisme européen, parce que le fédéralisme européen, en fait, il est majoritaire dans la plupart des pays d'Europe, mais le fédéralisme, pour faire cette politique économique et pas une autre, là, vous êtes minoritaire. Donc vous programmez l'impasse du projet fédéraliste. On y est là. Ça fait plusieurs années que le projet fédéraliste européen est dans une impasse politique. Parce que de nombreuses personnes, et je pense qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, vous diront « je suis fédéraliste européen », mais si c'est avec cette politique économique dans les traités, là je ne suis pas fédéraliste européen, là je ne vous suis pas. Première crise programmée. Seconde crise programmée, eh bien, comme dans le même temps, on a quand même maintenu, et heureusement d'ailleurs, des élections démocratiques dans les différents pays d'Europe, eh bien, il arrive tôt ou tard qu'une coalition fasse campagne sur une politique économique incompatible avec celle gravée dans les traités, et, surprise, ils ont gagné. Or, si Syriza applique son programme économique, et je n'ai aucune raison de croire qu'ils ne le feront pas, la conséquence logique, c'est qu'il y a une incompatibilité avec ce qui est marqué dans les traités. Donc vous avez une crise politique. Et c'est parce que vous avez cette crise politique née d'une incompatibilité entre le programme économique qui est dans les traités européens et celui de Syriza que le débat est réouvert. Moralité, si, et je crois qu'il y a consensus dans cette salle là-dessus, si vous souhaitez changer l'orientation de la politique économique dans votre pays en particulier et plus généralement en Europe, ça suppose de reproduire ce type de crise politique dans un maximum de pays. Donc, si vous voulez, en stratégie politique comme en stratégie militaire, la première étape, me semble-t-il, c'est de définir avec clarté l'objectif. L'objectif, c'est ça. En tout cas, si j'ai bien lu votre programme. Bien. Cela précisé. Nouvelle donne, justement, c'est quoi? Alors, si j'ai bien suivi, nouvelle donne, c'est la relance économique keynésienne. Nouvelle donne, c'est la transition écologique, au moyen d'ailleurs d'une relance keynésienne. Et nouvelle donne, c'est le primat de la société civile pour transformer la politique parce que, apparemment, la classe politique elle-même, professionnelle au sens de Weber, en est incapable. Jusque-là, je bon? Bien. Alors, par ailleurs, nouvelle donne, c'est une force politique de gauche. C'est bien de le préciser, vous voyez, par les temps qui courent. Alors, quel est l'adversaire principal de Nouvelle Donne? L'adversaire prioritaire, pardon, je vais être parfaitement clair. Quel est l'adversaire prioritaire de Nouvelle Donne? Non, ce n'est pas la politique économique européenne. Non, ça, c'est l'objectif politique de transformation. Mais l'adversaire principal en France de Nouvelle Donne, c'est qui? C'est ce que j'appellerais la gauche Attali. Votre adversaire prioritaire, c'est la gauche Attali. Parce que c'est la force politique qui est contre l'application d'une politique économique
de gauche et qui serait conforme à ce qui est marqué dans votre programme à vous. Alors, si vous regardez bien la gauche Attali, c'est exactement le contraire de ce que vous voulez faire. Vous voulez une relance keynésienne, eux, ils font une politique économique de l'offre, c'est exactement le contraire. Vous voulez une transition écologique, eux, ça commence à se voir qu'ils ont laissé tomber. Et vous voulez le primat de la société civile pour transformer le paysage politique, eux, c'est un secret de polichinelle que le Parti socialiste fonctionne sous la forme d'une nomenclatura. Donc c'est exactement le contraire. Si c'est votre exact contraire, c'est logiquement votre adversaire prioritaire. Alors, que faire? Comme disait l'autre, je parle de Tchernyshevski. Que faire? Il y a une première hypothèse qui est une tentation délicieuse et mortifère. C'est la tentation de la secte de l'entre-soi. C'est la tentation d'Antigone. Vous vous drapez dans votre magnifique dignité, parce que vous avez raison, pas les autres. Ce sont des sociotraîtres ou assimilés. Il faut les laisser de côté. Il faut y aller tout seul. Il faut y aller fort de nos valeurs. J'en ai même entendu un dire qu'il préférait faire des scores piteux plutôt que de pas se compromettre, d'aller se compromettre avec tel ou tel genre. Bah, ça donne Antigone à la fin. Alors, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, à la fin, Antigone meurt. Alors, on peut dire, et je l'entends dans cette salle, mais nous ne mourrons pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport adulte à la politique, c'est de voir la réalité comme elle est plutôt que telle qu'on voudrait qu'elle soit. Je parle du rapport de force. On peut parfaitement être idéaliste sur les objectifs et accepter de regarder les rapports de force comme ils sont quand il s'agit de définir la stratégie pour atteindre son objectif, me semble-t-il. Syriza s'est allié avec l'équivalent français de Dupont-Aignan. Si ce n'est pas du pragmatisme, ça, qu'est-ce que c'est? Ils sont allés jusqu'à s'allier avec un parti de droite. Vous vous rendez compte? Quand même. Donc, je poursuis, mais je me doute qu'il y aura débat. Je vous avais prévenu, hein, je viens en ami. Donc, première tentation, la secte de l'entre-soi. Bah, vous vous retrouverez dans 4-5 ans dans le même type de salle, mais vous serez moins nombreux. Et vous discuterez entre vous de « mais pourquoi on n'arrive pas à monter alors que c'est nous qui avons le meilleur programme ?» Et puis, vous connaîtrez le sort d'un certain nombre de groupuscules qui deviennent progressivement des petites sectes, qui sont certains d'avoir raison et qui développent une certaine aigreur sur le mode « les gens sont trop cons ». C'est possible. Deuxième scénario, le scénario du parti en solo, c'est ce que vous avez déjà commencé, notamment aux européennes. Alors, ça peut marcher, le Front National en est la preuve, ça peut marcher, mais dans la mesure où vous n'avez ni argent, ni accès média d'envergure suffisante pour faire connaître vos idées au public le plus large, c'est très très lent, c'est très très difficile, ça prend vraiment des années et des années. C'est possible, j'insiste là-dessus, mais ça prendra un temps monstrueux. Je vous le dis pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors, troisième possibilité, devenir un courant d'un parti qui a déjà une marque visible, qui a déjà un accès média et qui a déjà un certain nombre de moyens financiers et logistiques. Alors, le problème, c'est que Nouvelle Donne et ses formes préalables, ils ont déjà essayé, et ça ne marche pas. Pour ceux qui étaient là avant la forme actuelle de Nouvelle Donne, ils savent très bien à quoi je fais référence, les différentes étapes. Il y a un certain nombre de personnes qui sont fers de lance de Nouvelle Donne, qui avaient été à un moment un courant du PS, qui avaient été à un moment un courant d'Europe Écologie Les Verts, et à chaque fois, ça n'a pas marché. Donc, vous pouvez partir par là. Moi, par rapport à l'expérience que vous en avez vous-même, pour la plupart d'entre vous, je vous le déconseille. Alors, autre option, une coalition de type Syriza, une coalition de la gauche, non gauche Attali, si vous voulez. Alors, c'est séduisant, je vous comprends, pour ceux d'entre vous qui souhaitent partir par là, mais je vous rappelle que FN donnait à 30%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que s'il y a deux forces de gauche à l'élection Rennes ou au régional, comme ça va être le cas bientôt, parce que j'entends parler de listes rouge-verte, etc. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rapport de force, dans le meilleur des cas, sera à peu près équilibré, c'est-à-dire qu'en se rassemblant avec les gens qui pensent à peu près comme vous, eh ben, vous allez vous retrouver à pouvoir taquiner vraiment le même score que le PS, voire le dépasser. Oui, sauf que vous serez séparément 3e et 4e. Alors, aussi bien pour les régionales, pas toutes les régions, mais un certain nombre quand même, et bien sûr pour la présidentielle. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un choix qu'il faut assumer.
Alors, il y a une dernière hypothèse que j'avoue vous recommander, j'allais dire, vous n'êtes pas mes clients, mais je viens en ami. Donc, voilà ce que moi je vous conseillerais de faire, et puis après, voilà, vous êtes chez vous, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous recommande de continuer en solo, au moins dans un premier temps, notamment en régional, parce que de toute façon, les régionales sont foutues pour la gauche. Donc autant consolider votre marque. Pardon de parler comme ça, il y en a qui doivent hurler, mais de consolider la visibilité de la marque Nouvelle Donne en faisant un maximum de listes 100% Nouvelle Donne dans un maximum d'élections, un maximum de cantons, un maximum de régions. Je sais que ça peut coûter du fric, j'en suis conscient, je sais que c'est difficile, mais en me plaçant de votre point de vue par rapport à votre intérêt, moi c'est ce que je vous recommande de faire. Mais avec un objectif crucial, la présidentielle de 2017. Parce que là, alors vous allez me dire, mais vous venez de me dire, vous n'avez pas assez de visibilité média, vous n'avez pas assez de moyens. Oui, mais il y a une faille. Il y a une faille dont vous pouvez vous servir. Cette faille, c'est que dans les statuts du PS, à l'heure où je vous parle, l'article 5.3.1 prévoit toujours que le candidat à la présidentielle est désigné par une primaire ouverte, ouverte à tout sympathisant de gauche et ouverte à tout parti de gauche. Et vous allez rire, ils n'ont pas prévu d'exception pour le cas où le président sortant serait déjà PS. Ils ont oublié de le mettre dans l'article. Et donc, si le PS applique ces statuts, et le cas échéant, une plainte au tribunal administratif peut les forcer à le faire, puisque les statuts n'ont pas été modifiés, eh bien, vous êtes parfaitement fondé en tant que parti qui s'affirme lui-même clairement de gauche, d'exiger et d'obtenir que Nouvelle Donne, non pas devienne un courant du PS, ça je me doute que, enfin j'ai pas envie de me faire lyncher, voilà, mais en tant que parti, vous participez à la primaire du Parti Socialiste, ça c'est le premier point. Vous présentez votre propre candidat pour profiter de la vitrine médiatique nationale hallucinante dont bénéficie la primaire du PS. Et troisième point, qui me paraît important aussi, vous militez au maximum, tous autant que vous êtes, pour que, face au danger d'extrême droite qui est réel et incontestable, un maximum de partis politiques participent à la dite primaire pour que cette primaire du PS devienne une grande primaire de toute la gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est un scrutin à 2 tours, et c'est le cas, Nouvelle Donne n'est peut-être pas majoritaire à l'heure où on parle à l'intérieur de la gauche. En revanche, je vous signale que votre ligne politique à l'intérieur de toute la gauche, à l'heure où on parle, elle est majoritaire. Donc, dans le cadre d'une primaire PS ouverte malgré eux à un maximum de partis de gauche et à un maximum de candidats de gauche, moi je ne sais pas ce qui se passe au second tour et la ligne politique keynésienne pourrait bien l'emporter. Donc, encore une fois, faites ce que vous voulez. Je pense qu'une stratégie de type Antigone, vous n'allez pas aimer comment elle finit. Je vous ai dit ce qui me semble être nécessaire de faire et dans tous les cas, comment dire, moi, ma conviction, et ce que je répète à mes étudiants en permanence, c'est que si vous ne vous occupez pas de la politique, soyez certain que la politique s'occupera de vous. Donc, quelles que soient nos différences d'idées ou nos différences d'opinion sur les bonnes stratégies, en tout cas, je vous félicite tout simplement de vous être engagés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir poussés dans nos retranchements, d'avoir joué ce côté un petit peu provocateur, chouïa, mais provocateur quand même, parce qu'il faut quand même se poser des questions. C'est bien de tout mettre sur la table. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez tous fait. On peut parler avec ses tripes. Je pense que ça a été le cas de Vangelis, de Tony, Monique aussi, avec le recul. On peut parler de façon stratégique, c'est ce qui vient d'être fait. En tout cas, on ne peut pas négliger tous ces aspects-là, c'est normal. Après, chacun réagit effectivement en fonction de ses aspirations, de ses rêves. Et c'est très important d'en avoir toujours et encore. Antigone, certes, mais voilà, on a nos envies, on a nos rêves et heureusement qu'on les a. Je vais laisser la parole à Suzanne, parce qu'elle a des rêves aussi. Et puis après, on parlera des vôtres et des nôtres. Merci, Suzanne.
Bonjour à tous. Je viens ici parce que tous mes camarades sont venus avant. J'aurais préféré plus le style de la conversation, mais je voudrais vous faire un aveu, c'est que dans les années récentes, j'ai peut-être pleuré de joie 3 fois. La première, c'est quand Obama a été élu président des États-Unis. Et j'étais restée debout jusqu'à 4 heures du matin. Et quand il y a eu l'annonce que c'était sûr et que le dernier État qui comptait avait fait le nombre de votes nécessaires, j'ai fondu en larmes. Et je ne pensais jamais voir ça aux États-Unis. La seconde fois, récemment, ça a été avec le lancement du printemps arabe, quand nos amis tunisiens ont renversé Ben Ali et l'ont obligé à quitter le pays. La troisième fois, c'était dimanche dernier, quand nous avons eu la certitude que Syriza aurait la victoire, sinon la majorité absolue, en tout cas la victoire qui était tant espérée. Et voilà des pleurs de joie qui doivent être maintenant transformés en action. Parce que nous savons tous que Syriza sera confronté à des ennemis, et je les appelle ennemis, pas seulement adversaires, je les appelle ennemis à dessein. Ces ennemis appartiennent à la classe que j'appelle, et je parle sous le contrôle de Monique, la classe de Davos, parce que je crois que maintenant nous avons une classe sociale, internationale, peut-être nomade, mais avec toutes les caractéristiques de la classe sociale, et qui veulent tous la même chose, et c'est de garder le pouvoir et de garder leur statut, et ils se fichent, mais complètement, de la démocratie. Notre cher Moscovici, Pierre Moscovici, commissaire, l'a rendu très clair, avec des menaces. M. Juncker a dit qu'un vote ne pouvait pas retourner une décision prise antérieurement, lui aussi se fichant complètement de la démocratie, et parce que ces gens voient un danger de contagion en Europe et ils pensent qu'effectivement ça pourrait se réaliser aussi en Espagne, que tout le monde se mettrait tout d'un coup à refuser la stupidité et la destruction de l'austérité et de ces politiques qui ne marchent pas, même pas économiquement, mais qui ne marchent pas humainement, qui ne marchent pas politiquement, la preuve est que les peuples d'Europe vont commencer à dire ce qu'ils pensaient tout bas et qu'ils ont maintenant cet encouragement de Syriza à dire la vérité, les 4 vérités, à ses ennemis. Et alors, quel est notre devoir de Syriza? Je ne sais pas comment étaient vos courriels lundi, mardi, mercredi dernier, mais moi j'ai eu un certain nombre de messages où les gens commençaient immédiatement à critiquer, à dire « Ah oui, mais Syriza a choisi un partenaire, Anel, qui a une ligne horrible sur l'immigration, sur un certain nombre d'autres dossiers. » Et bon, ça n'est pas ce qu'on pensait. Mais j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas comprendre, enfin, je n'ai pas peut-être dit ça comme ça à mes correspondants, peut-être que Syriza sait un tout petit peu mieux que nous quelles sont ses contraintes et les décisions qu'il va prendre et qu'il doit prendre. Vous savez que Alexis Tsipras, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et il a eu cette phrase évidente, mais qui faut, je crois, il a dit, vous pouvez avoir le meilleur programme que vous voulez, et si vous n'avez pas le pouvoir de le mettre en action, ça reste sur le papier.
Et c'est ce que, je crois, nous avons non seulement à soutenir Syriza, point, et à leur donner le crédit de connaître leur situation beaucoup mieux que nous pouvons la connaître, et si jamais on nous demande conseil, à ce moment-là, on discute et on offre des conseils, mais sinon, moi je soutiens Syriza, point. Voilà. Je voulais dire ça. Alors, en France, on va répéter toute la propagande que l'on entend depuis des années, et je vous demande simplement d'étudier pour vous-même et détricoter pour vous-même les mensonges qui vont fleurir chez nous, qui vont essayer de prendre tout le peuple dans la nasse. Vous savez que les soi-disant prêts à la Grèce entre 2009 et 2012 n'ont servi à aucun bien pour la Grèce. Ce sont des prêts qui sont retournés presque aussitôt vers les banques françaises et les banques allemandes. Ça n'a pas servi à autre chose qu'à rembourser nos banques. Ce ne sont pas les dettes que le peuple grec doit à qui que ce soit. Il faut soutenir l'audit de la dette. Il faut soutenir aussi, et au moment où Syriza le propose, parce que je crois que ça fait partie de leur programme, une conférence comme une conférence à Londres en 1953, quand l'Allemagne qui demande maintenant l'austérité absolue et absolument pas on ne peut pas se soustraire à cette obligation, mais l'Allemagne a vu la moitié de sa dette effacée, a eu des aides de toutes sortes qui étaient des aides vraies. Alors là, le plan Marshall, d'autres aides, d'autres facilités pouvaient rembourser dans leur monnaie et autre chose. Les Allemands n'ont jamais remboursé les réparations qui étaient dues à la Grèce en particulier, et maintenant l'Allemagne se permet de donner des ordres et de refuser toujours ces réparations. Voilà, je pense qu'il y a des vérités qu'il faut connaître et qu'il faut opposer à tous les mensonges que l'on va entendre. Maintenant, pour la France, Syriza nous a donné une formidable leçon de méthode, de politique, mais aussi de méthode. Et je crois qu'il faut se méfier énormément ici, dans ce pays, où on aime beaucoup discuter, où tout le monde a un avis, où on aime ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Il faut éviter le narcissisme des petites différences. Et il faut voir que parmi les forces de gauche, nous avons une charte que je trouve admirable, mais comme a dit un camarade, l'éthique ne remplace pas la politique. Et nous avons à faire un examen avec d'autres, quels sont nos principes de base, mais aussi quels sont les objectifs sur lesquels nous ne céderons pas, nous, Nouvelle Donne. Je pense que nous avons un cercle comme ça, que d'autres ont peut-être un cercle comme ça, et il y aura deux arcs de cercle qui définiront un terrain commun que nous aurons à renforcer ensemble. Parce que si nous ne procédons pas comme cela, c'est comme notre ami Thomas l'a dit à l'instant, nous n'aurons pas les moyens de mettre en pratique ce que nous voulons faire et nos propres objectifs. Et si je peux, j'ai commencé sur une note un peu personnelle, je voudrais finir
aussi sur une note un peu personnelle, c'est que toute ma vie, depuis que je suis politiquement consciente, j'ai espéré un monde de justice, un monde écologique, un monde où les peuples comptent et ce n'est pas seulement une élite. Et surtout, maintenant que j'ai atteint un certain âge, et Pierre Larouturou l'a annoncé à Amiens, alors je pense qu'il y a de secret pour personne, je ne veux tout simplement pas mourir dans un pays qui serait gouverné par le Front National. Je veux la victoire de la gauche. Merci beaucoup. Merci Suzanne, je pense que là on est tous d'accord. C'est impeccable. Merci beaucoup. Avant de passer le micro à la salle, je vais peut-être avoir besoin d'aide parce que je ne sais pas où est le micro qui va circuler et surtout, je ne vois rien comme tout le monde. Il y en a un sur la table, mais il ne fonctionne pas. Est-ce qu'il marche? Si. Donc, je vais pouvoir prêter un micro. Vous aurez tout le loisir de poser les questions que vous voulez à nos invités. Simplement préciser que, comme je l'ai dit, on nous l'a suffisamment rappelé depuis dimanche dernier que la France n'est pas la Grèce, que la France n'est pas l'Espagne. Moi, je voulais vous dire aussi que pour moi, le PS, c'est pas la gauche. Puisque tout le monde a pu parler, je vais vous le dire. Et que dans mon petit avis personnel, qui compte pour moi, l'alliance des forces de gauche, elle se fait avec les forces de gauche. Et pour le moment, c'est pas avec le PS. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être qu'ils reviendront, comprendront, changeront. Bon, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais tout est dans la définition, tout est dans le vocabulaire. Et le primaire de la gauche, pour certains, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire autre chose. En tout cas, comme pour Vangelis qui nous disait tout à l'heure que oui, jamais il ne serait venu à l'idée de Syriza de s'allier avec le PASOK. Le PASOK, c'est le Parti socialiste grec, dont la petite guérite, le petit stand électoral est resté bien fermé toute la journée de dimanche. Aucun militant, aucun animateur n'a ouvert les portes du local du PASOK. Et pourtant, ça n'a pas empêché ni François Hollande, ni porte-parole du Parti socialiste, ni certains ministres de saluer, avec beaucoup de courage, je trouve, beaucoup de courage, et de saluer la victoire de Syriza alors qu'il leur crachait dessus il y a à peine 2 ans. Donc je pense que ça fait sourire beaucoup, ça a fait sourire beaucoup de personnes en Grèce, ça a fait grincer des dents également d'avoir ce comportement-là, mais maintenant chacun assume ses positions et grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet, on a accès aux propos et aux vidéos et aux tweets et aux messages écrits il y a de nombreuses années, donc on ne peut plus mentir à personne. Et ouais, il faut peser ce qu'on dit, il faut peser ses mots et les assumer ensuite pour les années et les années qui viennent. Donc je vais vous laisser poser vos questions et me taire. Et comme je vois rien, je vais me laisser guider par la salle. Oh, je suis là. Oui. Voilà, d'abord je voudrais remercier Suzanne Georges et lui dire que comme elle, j'ai été très heureuse, enfin je suis heureuse depuis dimanche. Et comme elle, je pense qu'il faut soutenir Syriza, absolument. Et je voudrais dire 2 choses au monsieur dont j'ai oublié le nom avec son pull rouge, excusez-moi. D'abord, vous avez oublié 2 choses dans votre intervention. La première, c'est que tous les sondages 2 ans avant les élections se sont toujours trompés, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être une autre manière pour que Nouvelle Donne prenne un essor, et c'est justement en soutenant Syriza. Pour moi, il faut maintenant, excusez-moi, je suis très émue, mais depuis la victoire de Syriza, je suis sur des charbons ardents,
parce que je pense qu'il faut absolument les soutenir, que nous allions, nous, Nouvelle Donne, sur le terrain, que nous tractions, que nous fassions des manifestations, que nous fassions tout ce qui est nécessaire pour soutenir Syriza et pour expliquer les parallèles, parce que c'est un parti frère, et dire, expliquer, profiter, entre guillemets, de la victoire de Syriza pour expliquer notre programme à nous. Et il faut absolument soutenir Syriza parce que Syriza est seul. Au niveau de l'Europe, personne ne soutient la Grèce, personne. Et donc, j'espère que Nouvelle Donne va vraiment se mobiliser pour soutenir Syriza et organiser des actions. Et moi, j'irai à mon comité local jeudi pour demander ça. Voilà. Merci. On prend l'autre micro, chacun son tour. Une autre question au centre? Non, je prends l'autre micro. Ouais, bon, bonsoir. Oui. Moi aussi j'ai une question pour monsieur avec le pull rouge. Je reprécise le nom parce qu'il va en avoir marre de se faire appeler le monsieur avec le pull rouge pendant toute l'après-midi. Oui, en fait, Thomas, c'est pas que... non, c'est Thomas Guénolé. D'accord, Thomas Voilà, Guénolé. c'est bon, c'est pas que pour lui en fait la question. C'est d'abord, je voulais dire que Syriza ne s'est pas allié avec l'équivalent de Dupont-Aignan pour être élu. C'est une fois élu qu'il s'est allié avec lui. Donc c'est un peu différent. Et justement, je voulais savoir de quelle nature étaient tous les petits partis qui ont, donc ça c'est plus pour Thomas, qui ont formé Syriza. De quelle nature ils étaient? Merci. Je vais laisser Vangelis parler de qui compose exactement Syriza. Juste avant qu'il explique, je voulais donner mes petites explications préalables. Au départ, Syriza, il y a 10 ans, ce sont 12 partis politiques, 12 partis différents qui se sont constitués en coalition. Et ce n'est qu'en 2012 que Syriza, cette coalition, est devenue un parti politique. Et à l'intérieur, il y a le Parti communiste, les écologistes, des associations, des collectifs citoyens. Mais je vais lui laisser expliquer dans le détail. Oui, mais, depuis 2004, Syriza existe. Il s'agit d'une alliance des partis de traditions très diverses. D'abord, la principale composante, c'est Synaspismos, qui vient d'une scission du Parti communiste, de plusieurs scissions du Parti communiste, je peux dire, aux années 69, 80. C'est la gauche pro-européenne. Ensuite, c'est une alliance avec des mouvements sociaux, et ça c'est très important. Il n'y a pas que des partis politiques sur Syriza. Il y a des mouvements contre le racisme, des mouvements qui se battent même aujourd'hui, chaque jour dans la rue, dans le quartier. Et ce n'est pas été toujours très facile. Et nous avons connu des hauts et des bas. Et nous avons arrivé en 2012 d'avoir notre conférence 2012. On a mis les bases et en 2013, nous avons constitué ces partis qui regroupent actuellement 12 composants, comme elle a dit, comme Emmanuel. Isabelle, comme Isabelle a dit. Au-delà de cette alliance, nous, on veut toujours des alliances pour aller vers une grande majorité sociale, mais avec des objectifs clairs, immédiats et au long terme. Des objectifs clairs sur l'abandon de l'austérité, sur la fin des pillages des ressources publiques, sur une politique tout au contraire de la politique qui est appliquée jusqu'à maintenant. Merci. Peut-être que je passe le micro.
Donc le monsieur au pull rouge, ça restera l'expression. Donc effectivement, je m'appelle Thomas Guénollet. J'ai du mal à cacher que c'est breton. Les sondages qui n'ont pas de valeur prédictive 2 ans avant l'élection, je suis entièrement d'accord. Ça n'est valable que si la présidentielle avait lieu la semaine suivante. Sauf que les sondages, ça vous indique de sondage en sondage une tendance. Et la tendance du Front National depuis 2012, au fil des sondages, elle n'est pas à la baisse. Elle est à la hausse. Après, il y a plus fiable qu'un sondage, il y a les résultats électoraux. Par exemple, le résultat du Front National aux élections européennes. Et j'attends avec impatience, d'un point de vue analytique, entendez-moi bien, les élections départementales, où vous pourrez, quand je vous dis Front National au second tour en 2017, ce n'est pas des paroles en l'air. Alors après, on peut refuser de regarder le rapport de force comme il est. On peut. Et là, je vous renvoie à la définition que je donnais préalablement du passage à l'âge adulte. C'est d'accepter la réalité comme elle est, ce qui n'exclut pas de vouloir la transformer. Mais dans un premier temps, il faut déjà la regarder comme elle est. Et la réalité politique en France, c'est un Front National qui est parti pour faire entre 25 et 30% au régional et à la présidentielle. Vous pouvez ne pas vouloir l'entendre. Mais au moins pour les européennes, et j'attends quelques mois pour vous dire ça pour les départementales et les régionales avec certitude, ce sera même plus une conjecture, ce sera des faits supplémentaires allant dans mon sens. Dans mon sens en termes d'analyse, encore une fois, entendez-moi bien. Soutenir Syriza, ce qui était dit par la personne qui posait la question tout à l'heure. Moi, si j'ai bien compris la démarche de Syriza, c'est absolument pas la démarche d'Antigone, quand bien même, c'est un paradoxe, ça vient du même bassin culturel. Ce sont des gens qui, qu'il s'agisse de gouverner ou qu'il s'agisse de former une coalition pour gagner les élections, sont dans une démarche de compromis et de rassemblement. Si vous commencez à trier en fonction de la compatibilité idéologique alors que vous êtes très très loin de la barre des 50, bah vous ne gagnerez pas. C'est simple, c'est très simple à comprendre. Après, effectivement, il a beaucoup été dit que la situation politique grecque n'est pas la situation politique française. C'est bien de le dire, mais encore faut-il expliquer pourquoi, quelles sont les 2 grosses différences. Pour moi, il y en a 2. Donc, la première, c'est que il y a des politiques d'austérité en France, mais sans commune mesure avec ce que le peuple grec s'est pris dans la gueule pendant des années. C'est absolument pas comparable. Absolument pas comparable. Et donc, le potentiel électoral d'un message, d'un parti qui serait sur un programme radical et avec, comment dire, ne cherchant pas des alliés du côté des sociodémocrates ou des sociolibéraux, en fait, la situation sociale n'est pas assez grave. Je suis désolé de le dire comme ça, mais n'est pas assez grave pour que vous puissiez, comment dire, avoir une audience suffisante dans l'électorat pour l'emporter. Peut-être plus tard, mais pas là. Sauf que ce serait mieux de ne pas avoir à attendre une situation catastrophique, si je me place de votre point de vue. D'accord ? Ce serait bien de ne pas avoir ça. Alors, ce qui suppose donc de ne pas être dans une logique à la Antigone quand il s'agit de définir votre stratégie, et j'en reviens à ce que je vous recommande. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire une grande primaire de toute la gauche pour laquelle pas nécessairement le candidat Nouvelle Donne, mais en tout cas votre ligne politique de relance keynésienne pourrait bien être majoritaire et l'emporter. Alors, dernier point, une différence entre la situation grecque et la situation française, à mon avis, c'est que la Grèce, comme l'Espagne d'ailleurs, a une expérience très récente d'une dictature d'extrême droite. Et je peux me tromper, mais je pense qu'il y a un lien entre ça et le fait que la Grèce et l'Espagne sont des pays où le vote d'alternative à la politique économique européenne se fait plutôt sur la gauche et non pas sur l'extrême droite, alors que dans tout le reste de l'Europe où le souvenir des dictatures d'extrême droite est plus lointain, il y a plutôt une tendance à ce que le vote antisystème porte sur l'extrême droite. Je n'en fais pas un système infaillible, je sais qu'il y a des exceptions dans tout modèle explicatif, je signale juste que ça me paraît être une colossale différence. Et merci. Et avant de vous repasser le micro, et je sais qu'il y a Vangelis qui veut réagir, il y a une chose qu'on oublie de dire, et donc je me permets de le préciser, c'est qu'en Grèce, le vote est obligatoire. Ça change un petit peu les chiffres quand on parle de l'abstention et de l'impact du Front National en France, qui monte, non pas en tant que nombre d'électeurs qui monte,
mais qui monte parce que l'abstention monte. Alors, on n'est peut-être pas d'accord, on verra, mais voilà. Notre travail à Nouvelle Donne, c'est vrai qu'on se concentre sur les abstentionnistes, qu'on aimerait bien vous revoir voter, et ne pas peser dans la balance, en tout cas, pour faire en sorte que le FN monte à ce point dans les sondages et dans les intentions de vote. Mais le fait d'avoir un vote obligatoire dans un pays change beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas de... quand j'avais posé la question, on m'avait dit qu'il n'y a pas de sanctions financières, alors que c'était prévu au programme, c'était prévu des sanctions financières pour les gens qui ne votent pas. Comprenez bien que vu la situation de la Grèce, on ne risque pas en plus d'en rajouter une couche sur les électeurs. On va passer un micro à la salle, oui. Et après je laisserai Vangelis répondre. Allô? Oui. 3 petites remarques. La première, M. Guénolé, il y a une faille dans son raisonnement. Moi, je suis plutôt d'accord avec son dernier scénario, sauf qu'il oublie que d'ici 2017, il va y avoir un congrès au PS et que probablement le PS va supprimer ou changer ce statut, ce fameux article, je ne sais plus combien, de ses statuts. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque est plus fondamentale par rapport à ce qu'a dit Mme Suzanne Georges. Je suis tout à fait d'accord, et notamment par rapport à l'audit, la nécessité d'avoir un audit de la dette. Alors, il faut dire que ceci s'inspire de ce qu'a fait le président Correa en Équateur, qui a fait faire un audit, effectivement, sur la dette équatorienne quand il a pris le pouvoir, et cet audit par une commission tout à fait objective, et cet audit, la conclusion de l'audit, c'était qu'il n'y avait que 30% de la dette que cet audit jugeait illégitime. Et donc il a dit, moi je rembourse 70%, mais je ne rembourse pas les 30% illégitimes. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, la troisième remarque, c'est, bon, sur le fait, on est tous d'accord, je ne vais pas insister là-dessus, sur la nécessité de soutenir Syriza, mais moi j'ajouterais que la nécessité de soutenir Podemos dès aujourd'hui. Parce qu'il se trouve, bon, j'ai la chance de parler espagnol, que j'ai écouté une émission de télévision qui a eu lieu samedi dernier sur la Sexta, sur une chaîne, une émission très populaire, où Pablo Iglesias s'est retrouvé devant 6 journalistes et politologues aussi d'ailleurs, et ça a été 1 heure de massacre. Heureusement, il est très bon, donc il s'est très bien débrouillé, sauf que maintenant, les attaques sur Podemos, c'est... alors, par exemple, je vous donne un exemple, c'était, il y a un vice-président de Podemos qui est prof à l'université de Malaga, et il y a un des journalistes qui est allé fouiller et a trouvé qu'il lui manquait un papier pour être prof. Vous vous rendez compte, dans le contexte espagnol où la corruption est généralisée au Parti populaire et au PSOE, et ça a été pendant 1 heure. Hein. Et donc, bon, il s'est très bien débrouillé. Mais moi, j'insiste pour que Nouvelle Donne soutienne Podemos dès aujourd'hui, non pas en novembre. Non pas en novembre, ça sera peut-être trop tard. Une question ici? Oui, bonjour. Je voulais poser une question qui me semble assez importante par rapport à la stratégie et à la différence qu'il y a entre la Grèce, l'Espagne et la France. C'est une question politique fondamentale, c'est-à-dire que la France a un système politique qui n'est pas proportionnel, c'est-à-dire que la représentation de la population et des différents partis politiques n'est pas à la proportionnelle, mais avec un système majoritaire à 2 tours, ce qui fait qu'un parti qui a 20 à 25% des voix peut se retrouver avec plus de 50% des sièges. Et ça veut dire que pour arriver au même résultat que Syriza, il va nous falloir un temps colossal et ça passe forcément par un changement institutionnel, sinon c'est quasiment impossible. Voilà ma remarque que je voulais faire parce que je voulais poser cette question à M. Guénolé qui est un spécialiste, mais je pense que c'est une question de bon sens. Il faudrait déjà parler de 6e République d'une manière plus appuyée que ce qu'on fait jusqu'à présent. Bonsoir. Je voudrais faire 2 ou 3 remarques. La première, c'est que vous n'écoutez pas et vous lancez un débat qui me paraît prématuré. Ce matin, il y a un intervenant de Marseille qui a dit textuellement qu'il constatait que dans sa région, depuis qu'on parlait d'alliance avec d'autres partis, il y avait des adhérents qui ne renouvelaient pas
leurs cotisations. Je crois que c'est un message fort. Je crois que Nouvelle Donne, un grand nombre d'adhérents sont des gens qui n'ont jamais été dans un parti politique. Pourquoi? Parce que Nouvelle Donne est porteur d'espoir. De l'autre côté, le Front National est une réponse au désespoir. Et je crois qu'il faut quand même que, avant de parler d'alliance ou de... Il faudrait que, un, on construise notre promesse politique, qu'on l'étoffe, et deux, qu'on étoffe Nouvelle Donne, que Nouvelle Donne existe. Et là, monsieur, je suis d'accord avec votre stratégie. D'abord, allons seuls, faisons grossir Nouvelle Donne, et alors là, après, il sera temps de parler du futur et des alliances possibles. Merci. Ça marche? Oui, bonsoir. Donc, Cyril de Bordeaux. D'abord, pour revenir à ce que disait Monsieur Guénolé, je ne pense pas qu'il faille jeter tout de suite aux orties ce qu'il nous propose. C'est cynique, mais bon, c'est la réalité est parfois cynique aussi. Il s'agit de faire de l'art martial, c'est-à-dire d'utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui-même. Et pourquoi pas politique? Parce que Georges, mais j'ai peur que ce soit un peu trop tard, et je me demande si Nouvelle Donne, le rôle de Nouvelle Donne, c'est pas aussi de préparer l'après-crise. On a une longue politique en France de crise politique, depuis Boulanger jusqu'à Vichy ou même 68, d'une autre manière. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse aussi à comment est-ce qu'on fait pour sortir déjà d'une crise? Parce que malheureusement, le Front... Oui, je voudrais juste faire une remarque sur quelque chose que Thomas a dit tout à l'heure. Je ne veux pas rester sur les étiquettes gauche. Je veux rester qui est plus à gauche, qui est moins à gauche. Je veux juste dire que Syriza, même avant Syriza, Synaspismos, le principal composant de Syriza, nous étions toujours sur une même ligne, nous avons fait toujours la même analyse en 2004, en 2007, en 2008. On fait des alliances, mais on fait des alliances sur un programme clair, sur un refus de l'austérité. À partir de cela, on avance, on ne change pas nos idées selon la partie qu'on s'allie. Je voudrais aussi dire que il me semble que le problème n'est pas le Front National, le problème c'est en France, quelle alternative on propose pour faire face au Front National. Si on n'a pas en tête qu'il faut des alliances, mais il faut des alliances sur une base claire contre l'austérité et contre ces politiques qui se sont appliquées jusqu'à présent. Voilà. Alors, moi, personne ne m'a posé de questions, mais ça ne fait rien, je prends le micro on a quand une même. Question. Je m'en fous. Et je suis quand même surprise. C'est avec plaisir que je suis venue ici et je repartirai pas du tout déçue. Mais quand même, je suis surprise par le débat parce que je pense que la différence entre vous et moi, ou la plupart d'entre vous et moi, c'est qu'avec Michel, après 30 ans de travail sur ce que vous appelez les oligarques, et vous avez raison, c'est-à-dire sur les familles fortunées de la grande bourgeoisie et de la noblesse qui s'accaparent toutes les formes de héros du monde aujourd'hui, ça les ferait... on est mal à l'aise, je suis mal à l'aise, et si les gens auprès desquels on a travaillé assistaient à votre Assemblée générale, ils trouveraient étonnant le fait que vous vous régalez dans des faux débats totalement différemment. C'est-à-dire que là-haut, chez ces gens-là, on est dans le collectivisme et la solidarité de classe. On est dans la conscience de classe. Et le « nous »
est tout le temps omniprésent par rapport au jeu. Ça n'empêche pas qu'ils aient de multiples cercles, qu'ils appartiennent à des réseaux incroyablement divers et variés, mais tous ensemble qu'ils défendront leurs intérêts de classe. Et il faut, si je dis ça, c'est pas du tout pour donner une leçon, c'est simplement pour vous montrer la force de cette classe sociale que vous avez beaucoup de mal à intégrer dans vos cerveaux et dans votre esprit, dans vos analyses, ce qui est parfaitement normal, parce qu'ils sont tellement loin de nous, ils sont tellement opaques, ils font tout pour que ça se passe comme ça et que surtout vous ne fassiez pas d'alliance. Et moi je dis bravo à Syriza. Ce soir, moi je suis venue parce que j'espère bien que ce sera la victoire de Syriza qui va créer une dynamique chez des gens qui ont les mêmes idées et qui peuvent avoir des identités et appartenir à des institutions et des associations différentes, mais qui sauront de manière intelligente, par un esprit de classe, un esprit de combat, un esprit de justice, et plus grave que ça, parce que pourquoi je m'emporte comme ça, c'est que la situation est tellement grave par rapport à la guerre que mènent les plus riches, que Syriza est même menacé dans son intégrité institutionnelle et humaine et sociale, et que nous, on n'a pas à se quereller comme ça, à faire des petits trucs, le FN monte et tout ça. Non, c'est pas à l'ordre du jour, ça. Moi, je suis désolée, c'est comme ça que je le vis. Et ce soir, il faut qu'on prenne conscience de la gravité de la situation et que, avec les gens du Front de gauche, avec plein de gens, on arrive à s'allier parce qu'il y a urgence, notre planète est en état de finitude et Syriza est seule et certainement menacée par la violence des riches. Moi, depuis tout à l'heure, je boue un peu. Parce que, heureusement que vous avez parlé. Parce que si je suis venu ici, c'est parce que je suis intéressé par la nouvelle donne. Et donc, je n'ai absolument pas peur de ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans avec l'extrême droite. Parce que j'y crois pas. Parce que j'y crois au sursaut du peuple français. Ça, on l'oublie toujours. Il y a un moment où il y a toujours un sursaut. Sinon, Le Pen est déjà là. S'il n'y avait pas ce sursaut, il y a quelque temps avec Chirac, donc on aurait été déjà d'extrême droite. Donc je crois au sursaut du peuple français. Et aussi, je crois à la nouvelle donne, parce que c'est la nouvelle donne qui m'a amené ici. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas de dire il faut faire attention, c'est sympa ce que vous avez dit, vous nous avez foutu la pagaille. Non, mais c'est vrai, parce que il est complètement négatif. Mais en même temps, il nous raconte le livre qu'on connaît. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est écrire un nouveau livre, ou lire un nouveau livre. Votre livre, on le connaît. Au milieu des envolées lyriques et émotionnelles, il y a toujours un enfoiré qui vient vous rappeler que dans la vie, il y a des rapports de force. Et aujourd'hui, cet enfoiré, c'est moi. Voilà. Alors, plusieurs choses. Sur le vote obligatoire, c'est amusant parce que Monique et moi avons signé il y a quelques mois une tribune, c'était dans Libération, appelant à rendre le vote obligatoire. Moi, j'ajouterais, mais ça c'est une position plus personnelle qui n'était pas dans cette tribune-là, moi je souhaiterais que le vote effectivement soit obligatoire et qu'on soit puni d'amende si on n'y va pas, mais il faut une contrepartie équitable. C'est-à-dire que si le résultat du vote, c'est 50% de vote blanc plus une voix, l'élection est annulée, il faut la refaire le mois prochain. Ça me paraît équitable. J'en ai parlé à beaucoup de gens dans mon entourage qui ne votent pas aux élections intermédiaires, voire qui ne votent pas non plus à la présidentielle. Et quand on leur présente le deal comme ça, ils sont d'accord. Ils disent pas de problème, dans ce cas-là, j'irai voter blanc. Là, ça me va. Donc voilà, je sais pas, c'est une idée que je signale. Oui ?
Non, dans la tribune qu'on a signée, c'était bien le vote obligatoire avec la reconnaissance du vote blanc dans la comptabilité des suffrages exprimés et avec votre histoire de loi intégrée. C'est ça qu'on a signé. Donc, moi, je souhaite simplement qu'on en rajoute une couche, c'est-à-dire que ça entraîne une annulation au-dessus d'un certain score. C'est tout ce que je rajoute comme position personnelle. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, toujours sur le vote obligatoire. Bon, ceux qui ont leur carte électorale sur eux, vous verrez, c'est marqué sur la couverture, le vote est un droit et un devoir. C'est à peu près ça la phrase. Cette phrase n'a aucun sens. Quelque chose ne peut pas être à la fois un droit et un devoir. Si c'est un droit, c'est pas un devoir. Si c'est un devoir, c'est pas un droit. Et si c'est un devoir, il faut qu'il y ait une sanction si vous n'y allez pas. C'est un strict problème de logique. Donc si vous considérez, ce qui est mon cas, que le vote est un devoir, que ce n'est pas une attitude de consommateur, que c'est un job en tant que citoyen, et un job même pas payé, comme la conscription ou d'autres devoirs comme ça, eh bien, dans ce cas-là, vous devez militer pour le vote obligatoire et la sanction si on n'y va pas. C'est un problème de cohérence. Et alors, sur ce que voteraient les gens qui s'abstiennent, s'ils devaient aller voter, on a des sondages là-dessus. En fait, les abstentionnistes voteraient à peu près pareil que les gens qui vont voter, s'ils allaient voter à 2 nuances près. Un, c'est quand même un petit peu plus à gauche que la moyenne. Et deuxièmement, il y a un peu dans le tas de votes plus ou moins hallucinants, c'est-à-dire pour des trucs d'un autre monde. D'ailleurs, il y a un certain nombre de scores auxquels on pourrait ne pas s'attendre et sur lesquels on tombe quand on est en Grèce où le vote est obligatoire. Ensuite, je vais essayer de faire bref sur les différents points. Sur l'idée que le PS, au congrès de juin, modifiera les statuts pour faire sauter la procédure de primaire ou la rendre facultative ou je ne sais quoi. Alors moi, j'ai 2 remarques. 1, à ma connaissance, ça n'est pas à l'ordre du jour de leur congrès. Et 2, je ne vois pas très bien comment ils pourraient avoir une majorité des adhérents pour voter la modification des statuts qui fait sauter la primaire. Je vous avoue que j'y crois pas une seconde. Et à partir du moment où c'est dans les statuts, n'importe quelle personne qui veut être candidate à la primaire, qui constate qu'elle n'est pas préparée et qui porte plainte au tribunal administratif, obtient gain de cause et le PS est contraint de faire la primaire qui est marquée dans son statut. Dans ses statuts, ce que je vous dis, c'est purement du point de vue du droit. Après, sur le changement institutionnel, monsieur, je crois que vous étiez par là de mémoire, sur l'idée d'un changement institutionnel, 6e République, majorité à la proportion, enfin, scrutin à la proportionnelle, etc. Moi, je veux bien, mais pour faire un changement institutionnel, il faut gagner dans les institutions qui existent déjà d'abord. Donc d'abord, vous prenez les institutions telles qu'elles sont. Vous pouvez vouloir les changer, ça c'est votre problème. Mais dans un premier temps, il faut gagner avec les institutions qui existent. Et dans les institutions qui existent, vous avez besoin d'être à la tête d'une coalition qui arrive à plus de 50% des voix pour la présidentielle. C'est comme ça. Et pour les autres élections, il faut arriver en tête, donc c'est minimum 30. C'est comme ça. Encore une fois, on peut refuser de voir la réalité comme elle est en termes de rapport de force, mais ce n'est pas la meilleure façon d'adopter une stratégie qui permet que vos idées soient au pouvoir. Sur le Front National, par rapport au fait qu'il monte, etc., moi, encore une fois, le fait que le Front National monte aux élections, c'est un constat. Le fait de considérer que c'est quelque chose de grave ou pas, chacun pense ce qu'il veut dans cette salle, moi, je trouve que c'est grave. Le fait qu'avec 2 grands candidats de gauche, l'un gauche Attali et l'autre gauche keynésienne, soit ou 2 listes de candidatures, soit au régional puis à la présidentielle, en l'état actuel des rapports de force électoraux, ça donne 3e ou 4e aux différentes élections en question, et donc vous êtes éliminé. C'est pas compliqué à comprendre, à mon avis. Et donc, il me semble que la stratégie à avoir à ce niveau-là, c'est 1, foutu pour foutu, vous continuez en solo aux différentes élections, cantonales, régionales, etc., pour asseoir la marque Nouvelle Donne, mais vous participez en tant que parti à la primaire du PS, et vous faites en sorte, en tout cas par votre campagne et l'exposition médiatique nationale de vos idées à cette occasion, vous tentez le coup de faire gagner votre ligne idéologique à l'occasion de cette primaire, que vous forcez le PS par votre candidature Nouvelle Donne à faire une primaire de toute la gauche, ou en tout cas qui tende vers cela. Alors moi, c'est ce que je vous recommande, mais encore une fois, après, vous faites ce que vous voulez. Enfin, quelqu'un a dit, je crois, il faut d'abord qu'on se concentre sur notre programme, qu'on fasse notre programme, etc. Et ensuite, on verra qu'est-ce qu'on fait au niveau des stratégies, etc. Je suis désolé, l'heure tourne, et votre programme, vous l'avez déjà. Ce n'est pas le moment de continuer à couper les cheveux en 4 sur ce que vous devez avoir dans votre programme. Vous avez déjà un programme qui est déjà beaucoup plus élaboré que la moyenne de l'offre politique. C'est séduisant de se retrouver entre soi pour écrire un programme le plus parfait possible, mais c'est ce qui était rappelé tout à l'heure par Suzanne, me semble-t-il.
Le programme le plus magnifique, tant que vous ne prenez pas le pouvoir, ne vaut pas plus que le papier sur lequel vous l'avez écrit. Donc à mon avis, en termes d'urgence, en termes de priorité, il est beaucoup plus urgent pour vous de définir votre stratégie pour les différentes échéances électorales et d'appliquer cette stratégie. Après, vous pouvez choisir de continuer à débattre sur votre programme. Mais à mon avis, en termes de priorité, vous risquez de vous retrouver à débattre de votre programme dans un environnement politique qui, entre-temps, aura vachement changé. Voilà. Merci. Avant de prendre une dernière, Isabelle, dernière série de questions. sur la droite de la salle. La droite, c'est... Ah ouais, c'est par là. C'est sur ta gauche. Bah non, à droite, par là alors. J'ai toujours eu un problème avec ça, moi. Je voulais juste ajouter une chose, un avis encore une fois, ultra personnel. C'est que, puis comme tout le monde l'a fait, je vois pas pourquoi je le ferais pas, mais lorsqu'on a ce type de discussion-là entre nous, à Nouvelle Donne, qui revient de manière lancinante, récurrente tout le temps, on se concentre sur notre programme, nos idées, notre façon de faire, notre politique autrement, etc. Et on verra plus tard pour le reste, ou de vraiment scinder ces deux choses en deux. J'estime personnellement que ce n'est pas antinomique. Je continuerai à me battre pour que la maison Nouvelle Donne, celle que j'ai aidé à construire avec vous tous et avec tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, elle soit de plus en plus belle, de plus en plus confortable, de plus en plus chaleureuse, qu'on donne envie. Je voudrais qu'on donne envie à tous ceux qui n'ont pas encore de maison pour nous rejoindre. Ça, c'est ma préoccupation de tous les jours. C'est ce que j'ai envie de faire, de convaincre pour y arriver. Et en même temps, je ne suis pas la seule ici à avoir rappelé les urgences. Sachez, le PS a mis une croix sur 2017. Ils sont dans 2022. Est-ce que nous devons faire la même chose? Est-ce que nous devons mettre une croix sur 2017? Ou est-ce que, en même temps qu'on construit notre maison, on se laisse le droit, on se laisse la possibilité d'imaginer la maison commune où on ne perd pas notre âme, on ne perd pas notre identité, mais où on va pouvoir, avec responsabilité, avec notre conscience, proposer un choix pour 2017. Et je pense que c'est à cette question-là qu'on doit répondre tous, on doit se la poser. Et ce n'est pas antinomique. Maintenant que c'est dit, je ne vais pas le dire plus tard. Donc les questions, comme je ne vois rien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc bonsoir à tous. Je m'appelle Andrea, je suis italien et je vis et travaille à Paris depuis 10 ans et je suis adhérent aussi à Nouvelle Donne. Et je trouve qu'il y a un absent aujourd'hui dans le débat d'aujourd'hui et c'est l'expérience qu'il y a eu en Italie il y a un an, c'est-à-dire la victoire avec le 25% d'un parti anti-système qui s'appelle 5 étoiles, donc 5 Stelle, qui n'a... et donc, un parti, certes, qui a peut-être des défauts, mais qui a eu le courage de bouleverser la caste politique qui, en Italie, est très, très forte, et qui aujourd'hui, en tout cas, est à la deuxième place avec le 20% des voix. Donc, c'est un parti qui a beaucoup de points en commun avec Nouvelle Donne et aussi avec Syriza et Podemos, même si c'est un parti qui ne se situe pas idéologiquement, mais qui se veut humaniste à la base. Donc je voulais savoir s'il y a eu une confrontation avec cette force politique qui, malgré tout en France, est très critiquée, aussi bien qu'en Italie, dans les médias. Donc voilà, s'il y a eu des contacts ou si vous avez simplement considéré l'existence de cette expérience italienne. Merci. Une autre question? Oui, alors moi j'aimerais m'adresser à Monique Pinson. C'est vrai qu'elle a eu raison de dire qu'on ne s'était pas adressé à elle jusqu'à présent. Monique, je viens de terminer votre livre qui s'appelle « La violence des riches ».
Et franchement, je voulais vous féliciter pour ce livre, parce que pour moi, aujourd'hui, effectivement, le combat n'est pas entre la droite et la gauche, il est vraiment entre l'oligarchie des riches et tous les autres. Le chiffre a été donné, voilà, pas très longtemps, sur toutes les ondes, 1% des richesses, 1% des gens de la planète possèdent la moitié des richesses mondiales. Donc je crois que vous avez entièrement raison. Le combat, il se situe vraiment là. Et moi, je suis pour vraiment travailler sur les finances. Qu'est-ce qu'on peut changer au niveau des finances? Alors, ma question, Monique, j'avais bu vos paroles aussi à la conférence de Mediapart qui avait eu lieu au Théâtre du Châtelet, où vous étiez intervenu également. Je trouve que vous avez un don de parole extraordinaire, que vos paroles sont percutantes. Alors, peut-être que ça serait intéressant que vous rejoigniez une Nouvelle Donne, par exemple. Je suis une amie de Nouvelle Donne depuis le départ, depuis le début, comme je suis une amie du NPA, de Lutte ouvrière, comme je suis une amie du Parti communiste, du Parti de gauche et de beaucoup de syndicats, d'associations, de mouvements sociaux. Michel et moi, nous sillonnons régulièrement la France en organisant des rencontres qui mobilisent chaque fois des centaines de personnes. Et ce n'est pas du tout pour faire la maline, c'est simplement pour montrer comment la classe des riches, l'oligarchie et la violence que nous avons décrit à travers 30 ans d'enquête et de recherche sociologique sont aujourd'hui en phase avec la situation que nous vivons. Et le chiffre, alors c'est 1% de personnes les plus riches sur la Terre qui vont en 2016 posséder autant que les 99 autres pourcents. C'est-à-dire qu'il y a une concentration des richesses qui va tout à fait dans le sens de notre guerre de classe que mènent les riches contre les peuples. Et donc, si vous voulez, si quelquefois je réagis comme je réagis, c'est que c'est vrai que c'est votre assemblée générale aussi, donc j'ai tort aussi de quelquefois m'énerver, m'emporter, mais quand même, par rapport à Syriza, par rapport à c'était le thème de cette discussion. Et on est parti dans des chiffres, alors qu'à la télévision, on n'arrête pas d'avoir des experts en tout genre qui vous emmerdent avec ces chiffres de comptables et d'experts comptables, que Syriza est là dans une situation représentée par Angelis, dans une situation extrêmement précaire, extrêmement enthousiasmante pour nous parce qu'on n'est pas impliqué, parce qu'on n'a pas peur, mais moi j'ai peur pour vous, je vous le dis franchement. Et donc la situation me paraissant si grave, mais peut-être que j'ai tort, je trouve que le débat a été un peu franco-français, un peu oui, on est les meilleurs, voilà, bon, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Et je pense sincèrement que la situation mérite vraiment un soutien très très fort à Syriza et un engagement de Nouvelle Donne, mais de tous les autres partis et des intellectuels et de Michel et moi aussi, pour empêcher une catastrophe humanitaire, une catastrophe politique qui nous entraînera dans un enfer qui sera bien pire que de se batailler sur le FN, c'est 30% ou 31%. Je vais passer le micro à Suzanne, et ensuite à Thomas, et ensuite à des dernières questions. Juste une phrase, c'est certain que cette droite que Monique décrit veut une chose, et c'est la faillite. C'est la faillite de Syriza, évidemment, parce qu'à ce moment-là, on peut dire « Tina, there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, il n'y a que nous qui sachions faire un gouvernement qui fonctionne. Donc il faut que Syriza tombe et il faut que ce soit un échec. Voilà, voilà ce qu'ils veulent. Et ils feront n'importe quoi pour y arriver. Et donc je ne peux que seconder ce que dit Monique. C'est pour cela que j'ai dit je soutiens Syriza, point. Parce que
Ceux qui chipotent maintenant sur tel ou tel détail, je trouve que ce n'est pas très utile. Merci. Alors, j'ai effectivement un désaccord avec Monique, puisque je considère que le FN à 25-30%, c'est un problème extraordinairement grave. Oui, je le pense. Alors, j'ai le sentiment de ne pas être forcément tout seul dans cette salle à penser ça. Après, soutenir Syriza, moi je veux bien. Je voudrais pointer du doigt le danger du goût d'une partie de la gauche pour le happening, plutôt que le combat électoral. C'est bien de faire des manifs, c'est bien de faire des collectifs, c'est bien de faire des pétitions. C'est mieux de gagner les élections. Parce que quand vous gagnez les élections, vous avez le pouvoir, et c'est comme ça que vous pouvez appliquer votre programme, y compris si je me place de votre propre point de vue, madame, par rapport à la réforme d'un système financier qui bénéficie, et bancaire qui bénéficie surtout à une extrême minorité de la population. S'en indigner, c'est bien. Prendre le pouvoir, c'est mieux. À partir du moment où on exclut, je vous dis ça d'un point de vue purement pratique, hein, à partir du moment où vous excluez l'action violente, il reste quoi? Il reste remporter une victoire électorale. Et donc on retombe effectivement sur ces très sales considérations très vilaines de politique politicienne excessivement franco-française, sauf qu'à un moment, c'est mieux de faire le job. Isabelle, j'ai 3-4 questions. C'est possible? Bah oui. Alors, la première. Pas, sauf que je vois rien. Oui, encore, alors en fait. rapidement, pour nuancer un peu les certitudes de M. Guénolé, qui effectivement est un expert en stratégie politique, mais il arrive aussi aux experts de se tromper. Hein. Par exemple, il regarde une courbe et il prolonge cette courbe sur 2, 3, 4 ou 5 ans, et puis une fois sur deux, il se trompe. Par exemple, il y a quelques années, les Verts, ils étaient sur une courbe extrêmement montante. Ils ont fait, je crois, jusqu'à 15 ou 16% des élections régionales, et puis ça a redescendu. Alors je crois que ce qui fait changer la courbe, c'est la pratique politique, c'est l'engagement politique, c'est la mobilisation des électeurs et des militants politiques. Et peut-être on peut faire changer une courbe et faire redescendre la courbe du Front National. Ensuite, j'ai admiré sa rhétorique. Hein. Il utilise des images, par exemple celle de l'enfant et de l'adulte, et il considère que nous sommes infantiles si nous pensons que nos souhaits peuvent se réaliser dans l'avenir alors que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de les réaliser. Mais il oublie que les enfants, ils grandissent aussi, ils acquièrent des compétences nouvelles et du pouvoir, et ils finissent par réaliser un certain nombre de leurs ambitions. Dernier point sur Antigone. Certes, elle est morte à la fin, mais la pièce, elle s'appelle quand même Antigone. Il y a des gens qui meurent à la fin de la pièce, mais qui finissent par avoir raison. Je ne vais pas jouer sur les sentiments et reparler de Charlie, mais je ne sais pas ce qui s'est passé non plus après la mort d'Antigone, mais peut-être qu'à la fin, c'est elle qui a eu raison et qui a finalement fait changer les lois de son pays. Oui. Non, alors, moi, c'est pas vraiment une question, mais je suis un peu déçue, en fait, par la tournure des événements. Je suis arrivée à Nouvelle Donne, j'étais là en train de me dire, ok, c'est un parti qui propose, c'est un nouveau parti, avec sa propre ligne directive. On ne veut pas de ralliement, on suit notre propre ligne. Et maintenant, j'entends qu'on se rallie au parti de gauche, etc. Il ne faut pas diviser la gauche. Une proposition autre que le PS. Et je suis surprise, parce que si j'étais d'accord avec le parti de gauche, j'irais au parti de gauche. Je ne m'intéresserais pas à Nouvelle Donne. Donc, oui. Quel est le principe de créer Nouvelle Donne si finalement on se dit... ah ben non, il faut soutenir Syriza, il faut soutenir Podemos, il faut se rallier avec le parti de gauche, etc. Donc voilà, et puis je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit monsieur Thomas, je me souviens plus son nom de famille. Guénolé, voilà, monsieur Guénolé, je pense qu'il a raison dans tout ce qu'il dit, dans la ligne directive qu'il donne, et donc voilà. Bon, ça... Oui, bonjour, je voudrais être très bref, donc Robert des Yvelines. Je voulais remercier l'homme en rouge d'avoir parlé de l'obligation de vote. Je pense que tout simplement, ce qui se passe en Belgique, où le vote est obligatoire, ce qui se passe en Grèce, on nous l'a rappelé, eh bien, je souhaite que ce thème soit porté en France. Parce que tout simplement, ça serait pour moi la meilleure solution
pour mettre face à ses responsabilités ce fameux Front National qui nous empoisonne la vie. Hein. Le Front National manipule des mots comme devoir à tout bout de champ. Je pense qu'on pourrait répliquer par un devoir de vote pour ce qui concerne nous les Français. Voilà. Et la dernière question. Elle est là, elle est là. Alors, bon, j'ai eu. Après, je te passe, oui. Donc, je voulais rappeler quelque chose. Je suis d'accord avec vous, madame. La classe des riches, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler la finance internationale. Mon ennemi, c'est la finance. C'est pour ça que je suis venue à Nouvelle Donne, parce que c'était l'urgence de combattre cette finance et ce monde des riches qui est en train d'envahir et de monopoliser et d'être une chape pour tous les peuples. C'est pour ça que je suis à Nouvelle Donne, parce que Nouvelle Donne proposait quelque chose qui était exprimé par, c'est un peu le Conseil national de la résistance. Nous sommes tous ensemble, il y avait 25 propositions, je crois. C'est sur cette base-là que je suis venue à Nouvelle Donne, pour me mettre dans cette avancée vers un Conseil national de la résistance. Donc, pour l'instant, je suis à Nouvelle Donne. Bien sûr qu'il va falloir enrichir et ne pas se contenter de ces 25 propositions, mais il ne faut pas les oublier, c'est notre socle. C'est avec ces propositions qu'on peut aller voir les autres aussi. Je suis allée dans un groupe à Lyon qui s'appelle une plateforme de rencontres, où il y a les Verts, où il y a le Parti de gauche, mais où il y a surtout le mouvement social, des associations. Se retrouver, ce n'est pas obligatoirement avec les autres partis, c'est aussi avec le mouvement social, avec les associations. Il faut absolument qu'on s'unisse pour faire ce Conseil national de la résistance contre ces riches, contre cette classe qui est écrasante et qui menace la paix partout. Oui, j'ai le micro, je profite. Ça fait 1 heure que je l'attendais. Donc, pour aller dans le sens de Monique Pinson, effectivement, nous, on avait déjà mis en place une conférence avec Podemos et Syriza. L'élection n'avait pas encore eu lieu en Grèce. On avait déjà envoyé un mail à Vangeli pour qu'on puisse préparer une grande conférence Nouvelle Donne, Podemos, Syriza à l'École normale supérieure à Paris dans le 5e. Donc, les résultats de dimanche dernier nous ont confortés dans notre lancée. Et je pense sincèrement que Nouvelle Donne, ce que Nouvelle Donne doit faire, hein, moi je suis adhérente de Nouvelle Donne depuis le début, c'est de faire adhérer les associations, les collectifs qui sont sur le terrain. Faire la même stratégie que Syriza et Podemos fait en ce moment en Espagne. En Espagne, il y aura bientôt le mois de mai les élections municipales. Podemos a une entité, ce qu'ils appellent les cercles chez eux. Cette entité, ce sont les locaux, les comités locaux, qui vont spécialement mettre comme candidat pour les élections municipales et qui va ratisser large dans toutes les régions de l'Espagne. Donc, effectivement, il faudrait faire, moi je pense qu'il faudrait faire beaucoup de conférences dans les quartiers, même dans les petites boutiques, dans les petits cafés, pour soutenir Syriza, parce que les riches, en fait, ils sont en train de préparer la façon de casser Syriza. Hier, Hollande a déjeuné avec Merkel et aujourd'hui, le ministre des Finances est à Paris. Je pense qu'ils vont lui faire une proposition. Et ce que moi, je demanderai à Syriza, c'est de tenir bon, de ne pas craquer, de n'accepter pas de compromis, parce que nous, c'est notre espoir, on compte là-dessus et on est en train de se battre. Avant même les élections, on se battait déjà. En France, moi, dans mon quartier, dans le 5e et le 6e, qui est le quartier le plus huppé, le plus tibériste qui puisse exister, on se bat avec le bout de nos ongles, on ne lâche pas l'affaire. Donc Syriza doit tenir bon. Parce que, en fait, le peuple compte sur Syriza. S'il flanche, les riches diront, vous voyez, ils n'ont que de la gueule. On a réussi à adhérer à nos idées ici au niveau de l'Europe. Donc il faut qu'ils tiennent parce que nous sommes derrière. Et cette conférence qu'on a mise en place pour le mois de mars à l'École normale supérieure, j'invite tout le monde de venir. Syriza nous fera la genèse de leur parti. Podemos, ils sont d'accord pour faire la genèse de nos partis. Ganemos, qui est une entité en dessous de Podemos, sera aussi présent. Donc on tient là-bas, il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Voilà. Merci.
Je m'aperçois qu'on n'a pas... Avant de clore ce débat, de passer aux résultats des élections de notre bureau national, je pense que vous attendez tous ce moment-là, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est par rapport au mouvement italien, par rapport à 5 étoiles. Et c'est vrai qu'on en parle entre nous, mais qu'on n'a pas suffisamment de contacts. Moi, je ne me sens pas assez capable de vous raconter ce qui s'y passe. Peut-être qu'on a des interlocuteurs ici qui savent. Mais en tout cas, nous sommes conscients que c'est un mouvement extrêmement important et qu'il va falloir s'y intéresser. Et par rapport aux interventions précédentes, une jeune fille a dit « Je ne suis pas venue à Nouvelle-Donne pour me rallier à qui que ce soit. Moi non plus, je ne suis pas venue à Nouvelle-Donne pour me rallier à qui que ce soit. » C'est pas, les mots ont leur importance, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller sous la bannière de quelqu'un, se ranger comme des petits soldats pour aller voter pour d'autres personnes, etc. C'est pas ça. On n'est pas en train de débattre de ça. Syriza, c'est pas ça, et Podemos non plus. On est en train de construire nos bases avec nos idées fortes qui n'appartiennent qu'à nous, en étant suffisamment humble pour réaliser qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas qu'à nous et qu'on partage beaucoup de choses avec d'autres. Alors un petit peu d'humilité, je pense que ça ne fait pas de mal non plus, d'admettre que nous sommes avec d'autres sur de très nombreux combats et qu'on va pouvoir construire nos points forts. Notre point fort, c'est la démocratie, c'est notre démocratie participative, la vraie, celle où on fait travailler et réfléchir et agir le peuple. C'est un mot qui a beaucoup circulé tout à l'heure. Je me permets d'en faire une petite synthèse. Beaucoup de personnalités politiques parlent du peuple, un peuple de gens qui vont voter et pas forcément le peuple des personnes qui vont agir, participer à la politique. Et ça, c'est une spécificité de Nouvelle-Donne, d'avoir mis une définition et d'avoir mis une définition à reprendre la main. On ne va pas quitter cet état d'esprit-là. Quand on parle de Syriza, quand on parle de CNR, du Conseil national de la résistance, qui m'est extrêmement cher également, il ne s'agit pas de se rallier. En 1944, personne ne s'est rallié à qui que ce soit. Ils se sont simplement mis autour de la table et ont co-construit un programme pour prendre le pouvoir. Quand Syriza, en 2000, est en parti politique, il s'était déjà mis depuis 2004 autour de la table en construire un programme politique qui l'emporterait des années plus tard. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de ralliement, il y a un travail pour l'emporter un jour, et de mon point de vue, le plus tôt sera le mieux. Merci à vous, merci aux intervenants, merci à tous nos invités, venus de plus ou moins loin, que vous pouvez tous retrouver, même le monsieur en rouge, que ce soit Tony, Monique, Suzanne, Vangelis, donc Thomas Guénolé, monsieur rouge,